Bonsoir, mesdames, messieurs. Madame la présidente, merci d'être présente. Messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs, je voudrais dans un premier temps remercier madame la directrice de l'UFR-DSEG, madame Anne-Sophie Blanlin-Gourdin, pour nous accueillir au sein du bâtiment dont elle assure la gestion, en parfaite harmonie avec la gouvernance de l'UBS. Tous ces jeunes qui sont dans l'amphi sont finalement de beaux visages sur un sujet qui est effectivement d'actualité autour de l'alternance. Je saluerai aussi Van Agglomération, monsieur le vice-président et chers collègues. Vous êtes venus, mais ça nous fait plaisir parce qu'au moins ça nous fait un porte-parole, disons, de proximité qui peut aussi faire valoir ce qui est fait à l'UBS depuis de nombreuses années. Et le travail qui est réalisé ici va vous être présenté sous forme de 3 ateliers. L'alternance est quelque chose qui a débuté depuis de nombreuses années au sein de l'établissement UBS à travers ses 6 composantes. Et c'est toute une histoire. Et si cette soirée, elle peut avoir un succès, ça tient aussi et surtout des équipes pédagogiques qui se sont activées non seulement pour cette soirée, mais depuis de nombreuses années et ont tissé des liens, souvent des partenariats qui deviennent des partenariats aussi humains, qui sont pérennisés dans le temps et dans l'espace, justement parce qu'il y a une relation de confiance qui se crée entre une entreprise et un enseignant, une enseignante, un chercheur, une chercheuse. Et aujourd'hui, l'établissement UBS veut poursuivre, consolider la formation par alternance. Et c'est un travail que Madame la Présidente, co-anime avec ses vice-présidents. Je suis le vice-président à la formation professionnelle et à l'entrepreneuriat. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueille ce soir. Et on souhaiterait donc dans un premier temps vous faire partager une première expérience avec le conseil départemental 56. L'objectif n'est pas de faire de grands discours. Madame la présidente clôturera la session et pendant cette heure et demie que nous allons partager, vous aurez le droit et tout le loisir aussi de poser des questions. À l'issue de cette cérémonie, nous vous inviterons dans le hall et il y aura un cocktail réseau comme ça a été proposé par Jessica et réalisé aussi avec Laure Beauvillier, qui est la directrice du SFPA, que vous aurez peut-être le loisir de rencontrer aussi ce soir et qui est ici présente dans la salle. Si ça vous enchante, moi j'aimerais applaudir tous les organisateurs et organisatrices de cette soirée avant de passer le... Donc, Madame Cano et Nolwenn, donc chers collègues, merci d'avoir répondu présent. Et l'exercice, effectivement, n'est pas toujours très simple derrière un pupitre et de s'exprimer devant un public. Donc, vous avez tout le loisir de nous dire le bien fondé éventuellement de cette relation, quand est-ce qu'elle est née et pourquoi elle souhaite perdurer dans le temps et dans l'espace et pourquoi vous avez choisi l'UBS. Merci beaucoup. Alors, je me présente juste pour commencer. Donc, je remplace au pied levé Laurence Molinero, qui est la responsable de la 2e année du master droit public, juriste conseil de l'action publique et qui ne peut malheureusement pas être parmi nous ce soir. Et donc, j'interviens ce soir en ma double casquette d'enseignante chercheuse contractuelle à l'Université Bretagne Sud d'abord, mais également d'ancienne étudiante apprentie, puisque j'ai suivi moi-même, alors il y a quelques années maintenant, et alors même que l'apprentissage n'était pas ouvert dans le Master 2, droit public, juriste conseil de l'action publique à l'Université Bretagne Sud, mais j'ai moi-même suivi une formation en apprentissage dans un conseil départemental, conseil général à l'époque, et donc je suis issue aussi moi-même de ces formations dont j'ai plaisir ce soir à vous présenter l'intérêt pour notre université, mais aussi pour nos étudiants et pour les collectivités et les sociétés, également les entreprises privées avec lesquelles nous travaillons. Alors, je vais commencer juste par présenter l'apprentissage au sein du Master droit public, juriste conseil de l'action publique, et je donnerai ensuite la parole pour un retour d'expérience plus précisément, un retour d'expérience de Madame Cano qui accueille au conseil départemental une apprentie, une étudiante, Blanche Larive, qui interviendra, il me semble, aussi plus tard dans la soirée. Alors, le master droit public, juriste, conseil de l'action publique, il est ouvert à l'apprentissage depuis 2 ans maintenant. Et aujourd'hui, sur une promotion de 15 étudiants, nous avons 8 étudiants qui sont en apprentissage dans différentes structures. Et c'est ça qui me semble fait la richesse aussi des masters en apprentissage, c'est la diversité des structures susceptibles d'accueillir nos étudiants et de les former, de leur fournir des compétences différentes selon les missions qui leur sont confiées.
On a 2 étudiants en apprentissage dans des communes, 2 au conseil départemental, une étudiante que je suis personnellement en tant qu'enseignante référente de l'apprentissage à la préfecture du Morbihan et plus précisément qui suit les dossiers relatifs aux droits des étrangers à la préfecture. On a également un étudiant à la direction départementale des territoires et de la mer, un étudiant dans une société de conseil juridique aux collectivités territoriales, donc c'est encore un autre aspect de missions qui peuvent leur être confiées, et enfin un étudiant dans un cabinet spécialisé en urbanisme commercial. Donc c'est vraiment des structures diverses et variées qui accueillent aujourd'hui nos étudiants du master droit public, juriste, conseil de l'action publique. Et c'est une formation qui n'est pas exclusivement dispensée en apprentissage. Et on tient véritablement à cette dualité, c'est-à-dire que les étudiants peuvent choisir de suivre leur formation en apprentissage, mais ils peuvent également choisir, plus classiquement, j'ai envie de dire, de suivre un stage de 13 semaines pendant leur année de Master 2 ou de faire des mémoires de recherche ou de réaliser des projets tutorés comme l'organisation de colloques. Et on tient à cette diversité parce que précisément, et contrairement pour le coup à la formation que j'ai moi-même suivie qui était exclusivement en apprentissage, ça permet des interactions entre les étudiants, entre ceux qui sont en apprentissage et ceux qui ne le sont pas. Ça nourrit les enseignements. Les étudiants en apprentissage posent en cours des questions parfois qui sont différentes de celles qui n'ont pas l'aspect pratique et qui ne suivent que la formation universitaire en Master 2 dans l'attente de la réalisation de leur stage de fin d'études. Donc c'est vraiment l'un des points forts de la formation aujourd'hui du Master 2 juriste conseil de l'action publique, excusez-moi. C'est cette diversité des profils des étudiants que nous accueillons. Deuxième point sur lequel j'aimerais insister, et Madame Cano en reparlera, je pense, juste après, c'est la dimension professionnalisante de cette formation. C'est-à-dire, on en parlait juste avant, que nos étudiants en apprentissage, lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail ensuite, ils ont déjà une première expérience. Ils savent déjà appliquer leurs connaissances théoriques, leurs connaissances universitaires. Ils sont déjà formés aux métiers qu'ils sont susceptibles d'exercer. Et véritablement, je pense que ça permet de rassurer nos étudiants. Donc cette dimension professionnalisante est très importante pour nous. Mais ce n'est pas nécessairement uniquement pour ça que la formation a été ouverte en apprentissage. Ça permet aussi une certaine attractivité de nos formations, puisque notamment en droit public et en Master 2, il y a très peu de masters aujourd'hui qui sont ouverts en apprentissage. Et véritablement, ça permet de faire venir des étudiants à l'Université Bretagne Sud de l'ensemble des universités de France. On a des étudiants qui viennent des universités de Marseille, il me semble, de l'université de Aix-Marseille. Donc véritablement, je pense que c'est un des points forts pour l'UBS, pour l'Université Bretagne Sud, l'attractivité des formations en apprentissage. Enfin, dernier point sur lequel j'aimerais assister avant de donner la parole à Madame Cano, c'est le lien que ça permet de renforcer avec les structures locales et l'enrichissement de nos formations que ça permet. Je m'explique. En suivant des étudiants en apprentissage, et j'étais moi-même encore ce matin en rendez-vous d'apprentissage dans une commune du Morbihan pour m'assurer que tout se passe bien, pour rencontrer les maîtres d'apprentissage, et ça permet d'avoir un retour sur nos formations. Est-ce que le rythme d'apprentissage est adapté? Est-ce qu'il convient aux structures qui accueillent nos étudiants? Est-ce que les cours que l'on dispense à nos étudiants en Master 1 et en Master 2 sont adaptés aux missions qui vont ensuite leur être confiées dans le monde professionnel? Et donc, c'est des interrogations que l'on peut se poser lorsqu'on est responsable d'une formation et auxquelles l'apprentissage permet d'avoir des réponses en ayant un lien peut-être plus direct que lorsqu'on suit uniquement des étudiants en stage en fin d'année, un lien direct, un lien continu avec les collectivités et les structures qui accueillent nos étudiants. Je vais vous laisser la parole, Madame Cano, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je suis Isabelle Cano, donc je suis juriste au service juridique du département du Morbihan. Nous comptons actuellement 5 juristes, en voie d'en accueillir un 6e. Pour l'instant, c'est un service qui est exclusivement féminin. Je ne sais pas si c'est représentatif de la population qu'on peut trouver en université. Toujours est-il que pour l'instant, on n'a que des femmes.
Ah oui, pardon. On a toutes également suivi un cursus et on est toutes diplômées sur une équivalence. Alors bon, l'avancée des années étant ce qu'elle est, moi à l'époque ça s'appelait un DESS, hein. Et notre chef de service a elle-même suivi ce cursus en alternance, donc pas à Vannes, mais je crois que c'était à Tours, il me semble. Donc c'est justement parce qu'on a toutes été étudiantes, qu'on a tous un peu suivi le même cursus, qu'on estime que c'est un peu, entre guillemets, notre devoir de participer à la formation de ceux qui seront, ou nos futurs collègues, en tout cas des pairs, hein, qu'on sera amenés à rencontrer à diverses occasions dans notre carrière. Mais le département nous offre cette possibilité-là, puisque en termes d'organisation et de compétences, on a la possibilité d'accueillir aussi à d'autres titres que juridiques, puisque, comme vous disiez tout à l'heure, actuellement, on a donc le service de l'audit et de l'appui aux politiques publiques qui accueille également un alternant. Mais on a aussi le service des marchés routiers à la direction des routes et de l'aménagement. Et puis, par le passé, je sais qu'il y a d'autres alternants qui ont pu être accueillis dans différentes directions. Nous, au SAGE, alors le service des affaires juridiques, on a l'habitude depuis quelques années d'accueillir des stagiaires en M2, voire en M1. Et Madame Molinero, à l'occasion d'une rencontre à propos des stagiaires, nous a parlé donc de cette formation en alternance. Et on s'est lancé parce qu'on s'est dit que ça pouvait être une nouvelle expérience. Et puis, surtout dans ce travail d'accompagnement à la professionnalisation, ça nous semblait encore plus intéressant de pouvoir participer à cette formation. Bon, pour autant, le département devait nécessairement en tirer une certaine forme de bénéfice aussi. Donc, faut pas se voiler la face. C'est pas notre vocation première que d'accueillir des apprentis. Du coup, nous avons établi une fiche de poste, enfin une offre d'apprentissage, et nous avons choisi de confier à cet apprenti un domaine un peu particulier. Alors, je vais vous citer, on a la fiche de poste, l'offre d'apprentissage était rédigée comme ça, c'était l'accompagnement et le soutien juridique des services dans le suivi des procédures en élaborant des outils d'accompagnement à la sécurisation des procédures en question. Là où je veux en venir en vous citant cette phrase-là, c'est qu'on a volontairement pisté sur certains actes. On a exclu par exemple le contentieux, parce que souvent ça dure plusieurs années, et puis ça nécessite aussi une connaissance relativement fine du fonctionnement des services, du fonctionnement des procédures, etc. Donc elle a à connaître du contentieux, mais voilà, c'est vraiment un accompagnement, et puis pour lui faire voir ce qu'on pratique concrètement. Donc, dans le cadre de cette mission, on exige aussi un certain nombre de compétences qui sont somme toute assez classiques en la matière, avec des capacités d'analyse, de recherche, rédactionnelle, etc. Et puis des capacités d'adaptation, puisque nous, notre profession ne consiste pas seulement, je dirais, à faire du droit à l'état brut. C'est très facile, pour citer un exemple, de répondre à une question qui consisterait à dire quelle est la procédure applicable en matière d'aménagement foncier. Je dirais, c'est pas très compliqué, il faut lire le code rural et de la pêche maritime, et puis on déroule la réponse, et puis la réponse, elle est à l'état brut. Par contre, sur un sujet, ça a été le premier sujet de Blanche d'ailleurs, sur laquelle on l'a positionné, c'était qu'est-ce qu'on fait quand on a un dépôt de déchets sauvage sur un espace naturel sensible. Alors c'est vrai qu'au début, la question, on se dit, c'est pas forcément très attirant, c'est pas forcément très difficile, mais en fait, il faut tirer la pelote, et puis il y a plein de choses qui se déroulent, parce que en fait, ça fait appel à la législation sur les déchets. Les espaces naturels sensibles, c'est une propriété du département. Donc, en tant que propriétaire, j'ai quelque chose à faire. Mais en même temps, c'est le maire qui est titulaire de la police en la matière. Il y a des procédures à mettre en œuvre. Quelles sont ces procédures? Je vais à la gendarmerie. Je demande au maire de faire. Quelles sont les sanctions? Est-ce que j'ai des mesures préventives que je peux mettre en place? Et puis,
ces mesures, comment je peux les mettre en place. On a pensé à mettre en place une caméra, mais la caméra, dans quel cadre je peux la poser? Est-ce que j'ai besoin d'une autorisation? Combien ça va coûter? Est-ce qu'on fait un petit bilan coût-avantage? Est-ce que tout ça, entre guillemets, vaut le coup de se lancer dans la mise en place de caméras qui sont susceptibles d'être détruites, etc. Là où je veux en venir, c'est que le droit, c'est pas seulement du droit, c'est aussi d'autres paramètres. Et concrètement, ce qu'on cherche, c'est l'efficacité de l'action administrative. Et puis aussi, souvent, alors peut-être un tout petit peu moins en département, mais plus en commune, parce que j'ai été juriste en commune aussi. Et c'est vrai qu'on est un peu plus, comment dire, près des usagers. Et il y a aussi la dimension satisfaction des usagers dont il faut tenir compte. Donc tout ça, ce sont des enjeux qu'il faut intégrer et puis qu'il faut intégrer à la réponse surtout. Donc l'apprentissage, enfin moi c'est clairement comme ça qu'on a envisagé cette formation professionnalisante. C'est que mon but n'est pas de demander à l'apprentissage de répondre à une question. Je dois lui faire voir aussi tous les à côté et tous les paramètres. Donc, elle apporte cette vision et ce 109, entre guillemets, avec la fraîcheur de ses connaissances. Mais nous, on est là pour lui dire attention parce que faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça. Et puis, à plus ou moins long terme, il y a d'autres enjeux. Donc, c'est intéressant pour nous parce que ça peut aussi nous amener un peu à remettre pas en question, mais on peut refaire un focus sur certaines pratiques et puis se rendre compte qu'il y a des pistes d'amélioration. Donc c'est aussi pour ça qu'on a saisi l'occasion de Blanche, c'est de pouvoir faire des fiches d'aide aux pratiques. Alors ça ne répond pas à une sollicitation des services en tant que tel, mais c'est un besoin qu'on a. Et très concrètement, ça lui permet, donc elle est saisie de petits sujets, je dirais, les affaires courantes, faire les contrats, faire des conventions, répondre à un service qui a un doute, etc. Et elle a d'autres missions beaucoup plus importantes qui ne répondent pas à des sollicitations, mais qu'on classe souvent, qu'on relègue souvent en deuxième intention parce qu'on est pris dans le flot de la gestion courante. Et donc, c'est concrètement constituer une bibliothèque d'outils d'aide à la décision, à la pratique aussi, à destination des collègues. Donc là-dessus, il faut ajouter le format alternance qui nous oblige à intégrer, alors quitte à, je vais faire une palissade, mais par principe, c'est des périodes alternées entre collectivité, université. Ce qui fait que quand on lui confie une question, il faut qu'on intègre la dimension dans quel délai. C'est-à-dire que c'est une question qu'elle puisse être à même de traiter dans un délai relativement court. Alors sur l'année, c'est vrai que il y a des étapes des stades différents. Mais nous, c'est la seule. Enfin voilà, il y a ce paramètre-là dont on doit tenir compte pour qu'elle puisse traiter un dossier de A à Z et que nos services en face n'aient pas à attendre un retour d'étudiants à l'issue de ces 3 semaines d'entreprise. Merci Madame Cano pour cet échange et aussi à Nolwenn. Moi, ce que je propose, c'est on peut prendre 1 ou 2 questions dans le public. Je sais aussi qu'il y a des représentants des collectivités territoriales, mairie de Vannes ou éventuellement l'Aglo, on l'a cité tout à l'heure. C'est aussi des questions qu'on peut se poser puisque votre accueil, effectivement, n'est pas né comme ça, justement, en tombant du ciel. C'est une rencontre avec Laurence Molinero. Et puis, vous saisissez vos services aussi pour vous poser la question de recruter potentiellement quelqu'un pour éventuellement vous accompagner sur d'autres sujets. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le fait de passer vers cet essai de transformation et surtout d'accompagner et de construire avec l'apprenti. L'apprenti aura l'occasion tout à l'heure, en fin de séance, de pouvoir partager avec vous, public, son ressenti. D'ailleurs, les 3 personnes qui sont associées à ces 3 invitations, les 3 apprentis seront présentes et pourront échanger avec vous, public, et vous faire part de l'échange. Alors, c'est vrai qu'on a un thème
tempo vraiment très court, très serré, 15 minutes par petit groupe, etc. Vous nous excuserez, hein, vous n'êtes pas venu de trop loin, mais quand même, c'est quand même pas beaucoup. Et parce qu'on veut que ce soit animé, etc. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou okay. Mais justement, je suis une ça marche, oui. Je suis une collectivité éventuellement intéressée par l'apprentissage puisque je représente la ville de Vannes. Je suis la directrice des affaires juridiques et de la commande publique à Vannes, enfin de l'achat maintenant. J'ai une petite question qui est, est-ce qu'il y a un fil conducteur? Alors, j'ai bien entendu que tu étais sur les conseils, le conseil au service, des questions quotidiennes, on va dire, de courte durée, enfin, qui permettent un jeu de questions-réponses assez fluide, assez rapide entre les services de la collectivité et l'étudiante. Est-ce que l'étudiante a aussi un fil conducteur, c'est-à-dire alors j'imagine il n'y a pas de mémoire comme les stages de master de psy justement. Voilà. Donc voilà, bah, c'est ça ma question. Du coup, en fait, est un des gros dossiers qui lui est confié et qui lui sont confiés et qui du coup l'amène sur plusieurs mois. C'est-à-dire elle fait à la fois elle fait le boulot de juriste, enfin le quotidien, et puis les dossiers qui sont beaucoup plus longs à traiter. Justement, vous l'avez très bien expliqué. En fait, généralement, nos apprentis, ils ont précisément une mission principale, un fil conducteur qui va leur permettre ensuite de réaliser ce qu'on appelle un mémoire professionnel, qui n'est ni un rapport de stage, ni un mémoire de recherche, mais qui doit permettre justement de travailler sur des questions un peu théoriques, mais en nourrissant la réflexion par leur expérience d'apprentissage et en apportant aussi quelque chose à la collectivité qui les accueille. Donc le mémoire, il a cette double dimension. C'est un exercice un peu inédit, c'est-à-dire c'est ni un rapport de stage, l'étudiant ne fait pas que retransmettre ce qu'il a fait pendant son apprentissage, mais il y a quand même une dimension théorique et une dimension pratique. Ça doit avoir un intérêt pour la collectivité et c'est pour ça que ça se rattache généralement à une mission principale, alors qui parfois n'est pas déterminée au moment de la fiche de poste. C'est-à-dire que la mission principale, elle peut se dégager aussi au fur et à mesure des missions qui vont être confiées à l'apprenti, de l'intérêt qu'il va avoir ou non pour certaines questions. Et donc là, on est dans la période précisément où les étudiants choisissent le sujet sur lequel ils vont réaliser leur mémoire en fonction de ce qu'ils ont déjà fait, en fonction de ce qu'ils vont encore faire jusqu'à la fin de l'année et de l'intérêt que la collectivité peut avoir aussi sur certains sujets. Donc c'est ça le fil conducteur justement et qui permet de laisser une trace aussi de l'apprenti après son passage dans la structure, puisque le mémoire, ça peut être de proposer, alors je ne sais pas, la rédaction une nouvelle rédaction du règlement intérieur, une refonte des procédures de passation de certains contrats. Voilà, donc c'est vraiment ce fil conducteur qui conduit l'étudiant à rédiger son mémoire professionnel. Je vous remercie. On va passer la parole, sauf s'il n'y a pas une question, mais très rapide. Je vais profiter qu'elle soit plus que rapide. Brigitte ? Ouais. Au niveau des embauches dans les collectivités locales, une fois qu'on a des apprentis, parce que nous, on est à lutter sur des secteurs où les entreprises, après, se servent de l'apprenti comme tremplin pour une embauche. Est-ce que c'est la même chose dans votre niveau où ils doivent passer des concours, ce genre de choses? Oui. Ouais. C'est-à-dire que ça peut constituer un prétexte, mais de toute façon, à l'issue, il faut qu'on fasse une vacance de poste et qu'on lance un appel à candidature. Et puis surtout, il faut qu'elle ait son concours d'attaché si on recrute un juriste attaché. Simplement pour poursuivre la question que j'avais aussi en tête de Brigitte, ça veut dire aussi, enfin la question que je me pose, c'est est-ce que ce type de compétences que vous allez déployer, ce type d'expérience va être valorisé aussi dans un concours de la fonction publique? C'est-à-dire que d'une certaine manière, est-ce que dans un temps donné, vu les épreuves qui sont à dérouler, est-ce que ce concours d'accès permet de valoriser ce type d'expérience ou pas forcément pour encore? Pour le concours, je pense que les épreuves du concours sont un peu plus faciles à appréhender quand on a un peu de pratique. Très bien. Et je parle d'expérience parce que moi, j'en avais pas de pratique et du coup, je pense qu'effectivement, c'est plus pratique. Et puis, y compris pour le premier poste aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le concours, on cherche un poste, donc on postule et il faut arriver, entre guillemets, avec un CV. Et une formation comme ça, avec un apprentissage en collectivité, je pense que c'est très intéressant sur un CV aussi.
Merci. Donc, le premier interview portait sur une collaboration entre la faculté économie sciences de gestion, le conseil départemental 56. Et je sais que c'est aussi une très grande sensibilité au sein de la composante de devoir le développer et de le poursuivre. Et c'est bien pour ça que Stéphanie Tissier, qui est ici présente, qui prendra la parole tout à l'heure, nous accompagne et est en charge de ce challenge en fait autour de l'alternance. Je vais donc passer la parole maintenant à Christine et à Madame Stoïka, la directrice de Roi Merlin sur Quai 20. Si vous voulez prendre une petite bouteille d'eau, hein, vous n'hésitez pas. Donc formule identique, vous avez 15 minutes et puis vous avez éventuellement une ou deux questions, mais elles ne sont pas préparées celles-ci. Hein. Et donc, il faut faire preuve effectivement de beaucoup de... Juste avant de commencer, tout à l'heure, j'ai effectivement posé une question sur laquelle le partenariat, comment il est né. On a vu que c'est une relation entre une enseignante qui rentre en relation avec le conseil départemental 56. Dans le cas présent, moi, je vous invite à montrer que le partenariat que vous avez développé, il est issu depuis de nombreuses années. Comment il se tisse, comment il se maintient et surtout quel challenge vous avez à vouloir pérenniser ce partenariat entre l'IUT de Vannes et le Roi Merlin. D'accord, très bien. Merci David. Bonsoir, je suis Christine Delfos, je suis donc chargée de mission. Ça marche ? Est-ce que c'est rouge ? C'est rouge ou pas ? Oui, il est rouge. Ça marche. Très bien, je suis Christine Delfos, je suis chargée de mission alternance et formation continue à l'IUT et je suis également responsable des licences professionnelles commerce distribution et commerce agroalimentaire également à l'IUT. Tout d'abord, je voudrais remercier effectivement Madame Stoïka d'avoir spontanément accepté de participer ce soir à cette conférence. Je voudrais également en profiter pour remercier l'ensemble des entreprises partenaires de l'IUT pour la confiance qu'elles nous accordent en recrutant nos alternants. Parce que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'alternance. Donc, quand je dis entreprise, c'est également toutes les collectivités, les services publics. Donc voilà, c'est important de souligner que nous sommes partenaires et qu'il faut conserver ce partenariat, ce que nous avons fait avec Madame Stoïka. À l'IUT, nous avons 17 formations, dont non moins de 13 sont en alternance. Et très vite, dès le 1er septembre prochain, l'ensemble des formations de l'IUT passeront en alternance dans le cadre du bachelor universitaire de technologie avec des parcours qui démarreront dès la première année. Donc voilà, notre investissement dans l'alternance ne date pas d'hier. La licence commerce-distribution dont je m'occupe a été créée en 1995 et elle a démarré à l'époque en alternance. Donc voilà. Donc, je vais passer la parole à Madame Stoïka qui va nous exposer les raisons de son attirance. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Madame Delfos pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir venir et parler avec beaucoup de simplicité et humilité de ce partenariat et quels sont les bénéfices et les avantages pour nous en tant qu'entreprise, mais également pour nos jeunes alternants. C'est un partenariat qui a commencé il y a quelques années, 3 ans. J'étais directrice de Vannes, Laura Merlin Vannes, et maintenant je suis la directrice de Laura Merlin Lorient depuis 1 an. J'ai fait 5 ans à Vannes, et donc depuis pile poil 1 an à Lorient. Et ça ne m'a pas empêché de continuer le partenariat, même si je me suis un tout petit peu éloignée, mais on reste dans le Morbihan. Et donc on a pris également cette année des alternants et j'ai Élise qui pourra témoigner tout à l'heure auprès de vous quels sont les avantages et les bénéfices d'après elle qui vit l'alternance avec nous. Et moi je pourrais vous en dire quelques mots en tant que directrice de magasin. D'abord on a une mission qui est assez noble. On accompagne tous nos clients et nos habitants dans l'accompagnement de leur projet de vie d'habitat qui prend une place assez importante. Ça s'est beaucoup enrichi avec la période qu'on vient de traverser avec Covid. Et donc on a un challenge devant nous d'assurer la relève de demain. Donc on est une entreprise qui est en pleine transformation parce que nous sommes percutés par le monde digital fortement avec des pure players.
nous sommes nés très retailer, très commerçants au magasin. Et donc, on a un challenge à relever, à exister demain, dans les 10, 15, 20 années qui viennent. Et ça, c'est grâce à vous, les alternants, ceux qui vont venir nous aider à continuer le chemin ensemble. Et donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que les métiers sont très étoffés, autant dans le commerce, dans les ressources humaines, dans le contrôle de gestion, dans la supply qui prend beaucoup de place, dans le digital également, dans les achats. Et donc, il y a une nécessité même de préparer à ces missions-là, parce qu'on s'aperçoit que des jeunes qui sortent des études et qui n'ont pas d'expérience, c'est bien plus compliqué à s'adapter, parce qu'il y a une culture d'entreprise, il y a un fonctionnement, il y a une organisation à acquérir, et comme tout le monde, on souhaite devenir très opérationnel très vite, mais ça prend du temps. Et on s'aperçoit que si on investit dans l'alternance, c'est bien plus facile d'accompagner les projets professionnels de nos jeunes alternants. Et même pour eux, c'est bien plus facile de se projeter dans l'avenir. Bon, je pense que j'espère que vous m'avez entendu. C'est là que je me rends compte que ça marchait moins bien tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est au niveau de l'entreprise, on a 543 magasins avec à peu près 1450 alternants. Et dans l'agglomération, dans la région dans laquelle je fais mon métier, c'est à peu près 135 alternants. Donc on investit beaucoup dans l'alternance. Madame Delfosse, elle a assisté il n'y a pas si longtemps que ça à un campus alternant où on donne aussi la possibilité de comprendre le job d'aujourd'hui, celui de demain, quels sont les impacts et quelles sont les transformations à venir. Et je dirais aussi, depuis quelques années, on met beaucoup d'énergie et de cœur aussi pour bien accompagner les alternants, donner beaucoup de sens et beaucoup de temps d'accompagnement, pas juste un rendez-vous par an, mais faire la même chose qu'on fait avec nos équipes et essayer de les aiguiller au mieux pour leur avenir. Et le taux de transformation, je dirais, le but c'est que l'alternant reste chez nous, autant là où il est dans le magasin, mais aussi il peut aller au service interne, mais aussi il peut aller dans d'autres magasins, au niveau supply, dans les entrepôts. Et on est plutôt un taux de transformation entre 20 et 30% et on tend à 50-60%, avec un plan d'accompagnement qui est assez fort. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je voudrais juste préciser que Madame Stoïca est également la présidente du conseil de perfectionnement de la licence commerce-distribution, ce qui est un véritable apport pour notre licence. On a déjà fait évoluer la maquette depuis que nous sommes partenaires. On a introduit de nouvelles disciplines comme le web marketing, par exemple, qui n'était pas précédemment dans la maquette. Par nos discussions, par justement ce que disait Nolwenn tout à l'heure, le feedback des entreprises. On fait évoluer les formations. Les formations de l'IUT sont à vocation professionnalisante également. Et le retour du terrain, c'est une façon de rester à l'écoute des besoins du terrain, des besoins des entreprises et de rester, nous aussi, performants dans nos formations. Voilà. Merci pour ce premier échange. On peut éventuellement passer aux questions si vous avez des questions. Moi j'en ai, mais je vais laisser éventuellement le public. Est-ce que parmi les jeunes ici qui voudraient... Gilles Très jeune Gilles. Gilles est notre vice-président à la formation initiale, mais pas exclusivement. Il a plusieurs casquettes et il s'est très investi dans l'établissement depuis très longtemps. Bonsoir. Ouais. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai précisé que on est en train de se développer en permanence sur la partie managériale, autant avec nos équipes qu'avec nos alternants. Et donc, il y a un programme qui est spécifique d'accompagnement pour les alternants
avec bien évidemment à la manœuvre la partie ressources humaines RH entreprise. C'est un projet global entreprise et ensuite qui est décentralisé dans les régions, différentes régions et enrichi aussi au niveau local. Mais c'est quelque chose qui est très construit et très rythmé. Pour vous donner un exemple, on a commencé cette année précisément encore plus fortement avec un campus régional où on a réuni l'ensemble des alternants de toute la région, de Cherbourg jusqu'à Angoulême, avec 16 magasins, avec des nombres d'alternants entre 5 et 10 par magasin. Ça a permis de poser la vision de l'entreprise, la vision de la région dans laquelle nous en sommes, les métiers, et aussi beaucoup de témoignages des différentes missions, des directeurs des magasins qui ont commencé un BTS et qui ont fait alternance, licence, master, et qu'ils ont œuvré pour arriver à cette mission, à cette belle mission de directeur de magasin, mais également aussi sur la partie ressources humaines, sur la partie contrôle de gestion, sur la partie supply, sur la partie digitale qui est une dimension qui est assez nouvelle et c'est vrai que j'ai un peu challengé la copie avec Madame Delfosse parce que ça évolue très très vite en fait, tous nos missions et tout le métier. À tous les étages, ça évolue très vite à cause du digital ou grâce au digital. Et nous sommes en perpétuelle remise en cause et apprentissage permanent. Ce qui fait aussi la beauté de job, je dirais. Question dans le public? Donc, Leroy Merlin, en fait, Vannes ou Lorient, c'est tout un avantage d'avoir l'établissement Université Bretagne Sud. Vous avez d'autres composantes qui travaillent avec Leroy Merlin? Oui, on travaille aussi avec les écoles de Brest, de Rennes. On est ouvert. En fait, on accompagne autant des BTS, des licences, de master. On développe. Vous avez des multiples partenaires, en fait, oui, que ce soit dans les autres universités du Grand Ouest, d'autres écoles. Même avec etc. La Rochelle, en fait, ça dépend aussi des alternants, de leurs possibilités et envie de faire une alternance dans une autre ville que la ville natale où ils font les études. Et d'ailleurs, c'est aussi le bénéfice d'être alternant, d'avoir une rémunération et pouvoir poursuivre ses études si les parents ne peuvent pas financer. Et tout à l'heure, vous parliez de projets où finalement, il y avait des secteurs qui étaient en tension par rapport à l'évolution du digital, etc. Et vous pensez que l'une des clés ou l'une des réponses, c'est l'alternance? Ah, clairement. Et clairement. Pour quelle raison, de nouveau? Pour la raison, c'est je trouve que c'est le meilleur moyen de rentrer dans la vie active, d'alterner entre la partie théorie et pratique en entreprise. Et on pose les bonnes bases. Et je pense que même pour je parle un peu à la place d'Élise ou des alternants, mais même pour eux, c'est bien plus facile de rentrer dans la vie active par la suite parce on réduit vachement l'écart entre ce qu'on peut s'imaginer comme job quand on fait les études et la réalité. Et on est aussi pro-acteur de son projet professionnel. Et en tant que formatrice, Christine, la motivation première qui te pousse à aller vers l'alternance, si tu résumais toutes les actions que tu peux mener sur ce sujet? Tu veux dire en tant qu'enseignante Oui, alors, naturellement. Le gros intérêt, à mon avis, mais bon, c'est mon vécu personnel, c'est que nos enseignements prennent vie, si vous voulez, nos enseignements deviennent concrets et les étudiants manifestent plus de curiosité, plus d'intérêt pour nos cours. Parce qu'ils se rendent compte sur le terrain, mais on a le même phénomène quand ils reviennent de stage, en fait. C'est le contact avec l'entreprise, c'est le contact avec la réalité, les besoins du terrain. Ils se rendent compte que toutes les connaissances qu'on peut leur transmettre ne sont pas des connaissances qui ne serviront à rien. Et ça va constituer ensuite des outils qu'ils vont utiliser en entreprise. Donc pour un enseignant, c'est quand même du pain béni. D'accord, merci Christine. Des questions ? Ou éventuellement, vous pourrez les poser. Oui, Patrice, faut prendre le micro parce que pour enregistrer. Je dirige aussi des formations d'alternance, donc je connais un peu le domaine, mais justement, vous, tout étudiant qui veut devenir
alternant, c'est pas un stagiaire. Hein. Il y a un recrutement, il y a un vrai recrutement qui est derrière. Mais on se rend compte que parfois, les étudiants sont plus matures, plus prêts à être alternants qu'un autre. On voit bien que ça demande, d'après vous, quelles sont les qualités qu'il faut pour être un jeune étudiant qui se dit, bah, je me lance dans l'alternance. C'est quoi la qualité d'un bon alternant pour vous, côté d'entreprise? C'est quelqu'un qui, voilà, la maturité, c'est ce qu'il veut. C'est quoi pour vous les qualités? Parce que quand vous recrutez un alternant, vous prenez quelqu'un, vous faites le pari de le prendre éventuellement pour l'embaucher plus tard. Donc, effectivement, c'est déjà, par rapport à un stagiaire, c'est un peu différent. Mais c'est quoi les qualités pour vous d'un jeune étudiant qui est bon pour devenir alternant chez vous? Première chose, d'avoir envie, d'être motivé. Et après, nous sommes là pour les accompagner et leur donner tous les moyens pour réussir. Mais on ne peut pas avoir l'envie et la motivation à leur place. On creuse beaucoup cet aspect-là. Et on a des très très belles surprises, comme des fois aussi on peut aussi s'apercevoir que si la motivation elle n'est pas présente, on peut pas faire de miracle. C'est évident. Mais je dirais sur les alternants que nous avons, on arrive quand même à grandir ensemble et à transformer un maximum. Merci. On a bien entendu en introduction que les partenariats, s'il n'y avait pas d'entreprise, il n'y aurait pas d'alternants. Mais il faut effectivement aussi des enseignants qui s'investissent sur le terrain. Et je vais donc maintenant passer la parole et je vous remercie pour cet premier échange. Deuxième, pardon, à Stéphanie et à Pascal. Et qui veut commencer, Stéphanie ou Pascal? Stéphanie représente la faculté donc droit, économie et gestion, et Pascal l'IUT donc de Vannes, avec des investissements qui sont depuis plusieurs années pour ce qui est de Pascal, et puis donc nous parler effectivement de votre retour d'expérience. Et Stéphanie, depuis que tu as pris aussi en charge cette casquette politique, nous faire part un petit peu des stratégies ou des challenges à mener pour l'établissement. Merci David. Oui, donc je voudrais juste faire un petit point sur un petit peu le retour d'expérience qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que à la faculté de droit, sciences éco et gestion, ça fait finalement, c'est la 16e promotion en alternance, puisque finalement, alors on avait mis un petit document là qui permettait de reprendre les formations, mais la licence pro ressources humaines a démarré finalement en 2003, donc ça fait finalement du coup voilà, la 16e année. Alors finalement, les objectifs ont un petit peu changé quand même au départ, puisque lorsqu'elle a été créée, cette licence professionnelle, elle avait été au départ développée suite à une demande finalement du terrain de personnes qui étaient en entreprise et qui ne pouvaient pas s'absenter finalement plus d'un an pour suivre une nouvelle formation. Donc globalement, ce sont au départ plutôt des personnes adultes en situation professionnelle qui étaient dans cette licence professionnelle et qui ça permettait de garder leur poste et progressivement de monter en compétences. Donc il y avait un lien aussi avec les validations d'acquis. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a élargi largement l'offre, puisque d'une licence professionnelle RH, donc ressources humaines, on est aussi sur une proposition d'un master ressources humaines. On a également, donc on va le voir après, le master marketing-vente. Nous avons également le master donc, droit public qu'on vient de voir en première intervention. Et puis là, la nouveauté, on va dire, c'est l'ouverture d'un nouveau master, qui est donc du coup le master contrôle de gestion et audit organisationnel. Donc j'entends qu'effectivement, il y a aussi des besoins d'alternants en contrôle de gestion, donc ça pourrait être l'occasion de se rencontrer justement. Et donc, globalement, voilà, on a des formations qui progressivement, les enseignants, toutes les équipes pédagogiques, finalement, ils trouvent aussi un intérêt. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, la question de la motivation, de la curiosité, ce que Christine renvoyait tout à l'heure. Voilà, en termes d'interaction avec les étudiants, pour nous, c'est aussi plus intéressant. Donc voilà, ça fait partie aussi de nos ambitions de développer ces formations en alternance. Les étudiants, on sent quand même qu'il y a un intérêt important. Moi, je suis aussi responsable de ce master contrôle de gestion. Il se trouve que j'ai demandé aux étudiants de la formation lesquels, parce qu'on va continuer quand même à proposer de la formation initiale, lesquels étaient intéressés par l'alternance. Finalement, sur une promotion de 30 étudiants, c'est 25 mains qui s'étaient levées. Donc on voit bien qu'il y a quand même une demande importante. Et donc voilà, on est là pour évoluer, nous aussi, en fonction de ces demandes.
Je vais te laisser la parole. Ok, merci. Un petit peu d'histoire, puisqu'on a parlé des formations qui ont ouvert il y a très très longtemps. Il se trouve que moi, j'ai été étudiant à l'IUT de Vannes avant que ce ne soit l'UBS. Et quand j'étais étudiant à l'IUT de Vannes, il y avait déjà en fait des formations en apprentissage. J'ai d'ailleurs manqué de peu de faire un DECF en apprentissage à l'époque, mais j'ai choisi à l'époque une autre voie. Et donc, naturellement, quand je suis devenu prof à l'IUT, j'ai continué à m'intéresser à l'apprentissage parce que j'étais pas très loin finalement de ce type de cursus. Et nous avons ouvert donc une licence professionnelle au DUT informatique. Alors, j'ai pas les dates en tête, qui s'est ouverte en alternance assez vite. Et puis, en 2011, l'équipe pédagogique du département info s'est dit on aimerait bien finalement proposer encore plus de possibilités à nos étudiants et Lorient le faisait déjà depuis longtemps, je pense aussi. On a commencé à proposer un DUT en fait en seconde année plutôt en alternance. Donc c'était en 2011 à l'époque, il fallait faire un gros dossier très très solide, ça a mis 2 ans et on a pu ouvrir en 2013. Et donc cette année on a la 9e promotion de DUT qui va achever son apprentissage au mois d'août. Je regardais un petit peu les chiffres, on est à peu près à 170 étudiants donc, qui auront eu leur DUT informatique par apprentissage. On a 100% de taux de réussite, même si certains ont mis un peu plus de temps et ont dû trouver une seconde entreprise, mais ça, c'est la vie. Et environ une centaine d'entreprises, en gros, qui nous ont recruté des alternants. Alors, je dis entreprises, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a aussi pas mal d'administrations du coup qui ont recruté des apprentis, donc des grandes administrations. La DGFiP, on en parlait tout à l'heure. En ce moment, on a un alternant à la DGFiP qui s'occupe de la cybersécurité des impôts, donc de nos impôts, donc avec des missions en plus souvent qui sont extrêmement intéressantes. En ce moment, on a 32 alternants en DUT Info pour une promo de 90 étudiants, donc à peu près un tiers. Ce qui occasionne pas mal de boulot, vous imaginez, de relations avec les entreprises. Et puis, on a pas mal de petits soucis à gérer, souvent des soucis juridiques parfois. Et donc, ça occasionne pas mal de travail. Alors, c'est vrai que les alternants, ça les change beaucoup de faire de l'apprentissage. Nous, quand on les récupère à l'issue de la première période, ils sont très différents finalement. Et puis ils adorent être en entreprise, alors ce qui n'est pas sans poser de soucis. Quand ils reviennent à l'IUT qui accourt à 8 heures tous les jours, le rythme est très différent et parfois pour eux c'est pas toujours facile de se remettre en fait dans un rythme d'étudiant. Mais par contre il y a quelque chose ici qu'on a remarqué, c'est que sur les aspects techniques en tout cas, ils sont très très intéressés parce que du coup ils voient concrètement en fait les techniques qu'on aborde avec eux, comment ils vont pouvoir les mettre en œuvre et comment ça va les faire progresser aussi en entreprise. Donc c'est vraiment une expérience incroyable, je pense, pour nos étudiants. Et puis nous, il y a une particularité, c'est que quand on est en Master 2, on a 23, 24 ans, on a fait plusieurs stages. Nous, on envoie en entreprise des étudiants qui ont 19 ans, parfois moins. D'ailleurs, on en a envoyé un qui avait 17 ans, il n'était même pas majeur. Lui, c'était en première année, c'était un cas particulier. Mais à 19 ans, quand on a fait juste 1 an d'informatique, c'est parfois intimidant, en fait, de se dire je vais me retrouver à la DGFiP à faire de la cybersécurité pour les impôts. Il y a un côté qui est parfois un peu intimidant. On essaie de les rassurer parce que du coup, on sait, nous, avec l'expérience, que dans l'immense majorité des cas, ça va être des réussites incroyables. Mais je comprends que quand on a cet âge-là, ce soit parfois un petit peu intimidant. Ça, c'était le DUT, le DUT qui va s'achever donc là en 2022 et qui va ouvrir une nouvelle place pour les BUT. Donc à l'IUT, ça veut dire que le nombre d'alternants va grimper, j'allais dire exploser, mais c'est presque ça probablement, puisqu'on attend un x2 ou x3 en nombre d'alternants. Ce qui n'est pas sans poser tout un tas de questionnements que les équipes en ce moment sont en train d'étudier de près. Et je dirais peut-être pour aller assez vite, pour moi, j'écoutais
ce que disaient les personnes qui sont intervenues juste avant. Pour moi, l'alternance, en fait, il y a une triple envie finalement. Et pour que ça marche bien, il faut que les établissements aient envie de porter ce genre de cursus. Et c'est vraiment enrichissant. Et je pense que c'est quelque chose vers lequel on doit aller. Il faut qu'il y ait une envie de l'entreprise aussi de s'investir parce que du coup, ok, un alternant, c'est un salarié, il va avoir des missions. Mais il y a aussi, voilà, ça occasionne aussi des complexités pour l'entreprise parce qu'il faut accompagner ces alternants et il faut accompagner des étudiants qui sont à Bac+1. De fait, ils ont besoin d'être extrêmement bien accompagnés par leur maître d'apprentissage. Et puis, il faut la troisième envie, c'est ceux des étudiants finalement. Il faut qu'eux aussi aient envie d'aller vers ce cursus. Je les invite vraiment à aller vers ce genre de cursus, ils ne le regretteront pas. Et puis je crois que le thème, c'était alternance si on se lançait. Le conseil que je donne aux étudiants, c'est lancez-vous, vous ne le regretterez pas. Merci Pascal et merci Stéphanie. On voit bien à travers ceci qu'effectivement c'est une dualité et puis c'est une complémentarité entre l'entreprise et la formation. Un travail au long cours, 16 ans, 9 ans, mais ça fait aussi des années que vous travaillez sur des formations qui sont professionnalisantes, donc très attachées à des partenariats du territoire ou au national, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Si je peux me permettre, dans cette relation importante entre l'entreprise et finalement l'université, il y a aussi finalement le cadrage du calendrier, qui est quand même quelque chose d'important, qui crée finalement, qui nécessite quand même de se mettre un petit peu d'accord sur et de bien comprendre quand même les temporalités de l'entreprise, parce que c'est vrai que dans certains métiers, il y a effectivement des temps forts, et donc c'est vrai que ça suppose aussi de nous adapter en termes de calendrier. Et inversement, comme le disait la première intervenante, Mme Cano, vous disiez qu'effectivement, il fallait aussi bien intégrer le fait que la semaine prochaine, la personne n'est pas forcément là. Donc, du coup, effectivement, en termes d'échéance dans le temps, dans le travail demandé, voilà, il faut tenir compte effectivement de ça. Donc, c'est des choses, tout le monde finalement essaie de faire au mieux, de combiner ces éléments-là. Ça tourne quand même beaucoup autour du calendrier, c'est vrai. Mais comment vous faites justement pour maintenir ce partenariat de confiance, parce qu'il pourrait y avoir une déception côté entreprise, côté apprenti, et de votre côté, c'est un investissement, je dirais, quasi permanent en vous entendant. En tout cas, pour, je dirais, ces liens en fait entre l'entreprise et puis finalement les formations, il y a quand même les conseils de perfectionnement qui permettent d'avoir ce retour et ces échanges, et on ajuste en fait finalement en fonction des retours qu'on peut avoir. Dans la plupart de vos conseils de perfectionnement, vous avez souvent, comme l'a évoqué tout à l'heure Christine, les représentants. Après, c'est vrai que quand on a des entreprises de secteurs différents, certains vont vous dire oui, moi je préférerais qu'ils viennent en fin de mois, d'autres plutôt en début de mois. Du coup, il y aura forcément toujours des arbitrages à faire et des consensus à trouver. Mais voilà, c'est déjà le cas quand on fixait les stages, c'était un peu la même chose auparavant. Et tout à l'heure, Pascal, tu disais, tu vois une croissance un peu exponentielle du nombre potentiel d'apprentis ou d'alternants demain à l'IUT. C'est pas vous inquiéter, puisque Brigitte l'a effectivement soulevé parfois en réunion, en interne. Effectivement, c'est un vrai sujet. Comment aussi faire en sorte d'avoir plus de partenaires et éventuellement d'avoir une offre qui permet aussi d'accueillir demain tous ces jeunes dans les entreprises. Comment vous faites là-dessus ? Alors, c'est vrai qu'on a, dans l'informatique, c'est un peu particulier parce qu'il y a des grandes entreprises, les ESN, les Sopra, Asteria, Capgemini, Accenture, qui ont d'énormes besoins de salariés dans ces technologies. Et donc, on a déjà des partenariats avec CGI, par exemple à l'Armor-Plage, qui sont des gros recruteurs pour nous, en fait. Et ça nous permet tous les ans d'avoir un fonds de contrat quand même assuré. On a pas mal de contacts avec du coup ces entreprises-là, et puis on organise aussi à l'IUT un salon de l'apprentissage où on invite justement ces entreprises. Ça se passe ou souvent au mois de mai en fait, et donc ça permet d'offrir la possibilité à ces entreprises de rencontrer nos étudiants sur une demi-journée. Et ce partenariat, il permet aussi aux entreprises de gagner en efficacité, de rencontrer beaucoup de profils. Et ça permet d'avoir cette relation un peu privilégiée avec ces entreprises-là. Mais on est dans un domaine aussi très porteur en informatique, et notamment du coup en province, je dirais, puisque il y a des difficultés de recrutement aujourd'hui dans ces métiers. Et finalement, une des façons de pouvoir trouver de nouveaux collaborateurs,
c'est l'apprentissage. Et les entreprises essaient de conserver ensuite leurs apprentis pour les fidéliser en quelque sorte, et en les formant dès 19 ans finalement. Associé au service de la formation professionnelle que dirige Laure Beauvillier, qui est ici présente, il a été créé sous l'impulsion aussi de Gilles Bedou, un conseil, un observatoire sur la formation des apprentis. Et Michael Carnine, de la société que tu viens de citer, CGI, a accepté d'être représentant des entreprises. Si on a eu l'occasion de se rencontrer, et tout naturellement, il m'a fait part effectivement de ce partenariat avec l'IUT de Vannes. Ah, ouais. Donc, du coup, je commence. Moi, donc, juste pour prendre vos exemples, notamment pour essayer de répondre à une question peut-être que les étudiants ou futurs étudiants se posent. C'est voilà, j'aimerais bien faire de l'alternance, mais voilà, je suis intéressée, j'ai trouvé la formation que je veux, mais du coup, je me tracasse. Est-ce que l'entreprise, je vais la trouver facilement ou pas? Est-ce que notamment les responsables des formations vont m'aider? Est-ce qu'ils vont me donner un panel d'entreprises déjà existantes? Et au bout du compte, dans ce que vous connaissez aujourd'hui, est-ce qu'il est difficile de trouver une entreprise? Alors, on a la chance d'avoir des formations qui sont relativement porteuses. Je pense qu'en informatique, c'est un peu pareil. Après, c'est vrai qu'on a développé des actions vraiment d'accompagnement important des étudiants. Donc, à la faculté, c'est pareil. Nous avons une journée qui est consacrée à un forum alternance où il y a une proposition des entreprises qui viennent. Les étudiants viennent avec leur CV et ça se fait un petit peu sous un format stage dating, quoi. Nous avons également un accompagnement des étudiants à construire leur CV, etc. Donc il y a tout cet accompagnement porté par justement Jessica qui va permettre effectivement à l'étudiant, quand il arrive en situation d'entretien, il est dans une situation où normalement il a déjà été préparé et donc il est plutôt bien préparé en termes de CV, en termes d'entretien. Il a eu donc déjà des entretiens fictifs. Et donc, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après, c'est vrai qu'on est sur des formations assez porteuses. Il y a aussi certaines formations. Alors, pour certaines formations, il est obligatoire d'avoir un contrat. Pour d'autres formations, faute de contrat, on va dire, si éventuellement il y avait l'envie, mais qu'il n'y a pas de contrat, on peut quand même suivre la formation quand même en initiale. Donc ça ne concerne pas toutes les formations, mais par exemple dans la formation de droit qu'on voyait tout à l'heure, c'est le cas. Il est possible effectivement d'avoir la formation soit en initiale, soit en alternance. C'est aussi le cas sur le master de contrôle de gestion. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même des formations porteuses. Et en informatique, c'est ce que tu évoquais aussi, j'imagine. Ouais, pour donner quelques chiffres peut-être, en ce moment même, moi, j'accompagne 50 étudiants de BUT1, du coup, qui sont en train de chercher une alternance pour le BUT2, tout en ayant les 32 donc, qui sont en entreprise. Et l'année dernière, voilà, c'est des chiffres à peu près équivalents. Tous les ans, on a à peu près la moitié de notre promo, parce qu'on a une centaine d'étudiants en DUT. La moitié sont intéressés par l'alternance. Et l'année dernière, c'était à peu près pareil. Et tous ceux qui ont cherché jusqu'au bout, ont trouvé quasiment. Donc, il y en a 32 sur les 50 qui ont trouvé. Ceux qui n'ont pas trouvé, alors il y en a quelques-uns qui n'ont pas eu de chance ou qui se présentaient pas forcément idéalement peut-être, mais c'est assez rare finalement. Tous ceux qui ont cherché jusqu'au bout ont trouvé, donc ça reste quand même relativement accessible. Mais c'est un boulot de tous les jours parce que moi, du coup, tous les jours, je fais de la veille, par exemple, sur les réseaux d'offres d'alternance. Et je les mets à disposition des étudiants qu'on a pu identifier via Teams, notamment, pour leur fournir aussi le plus de possibilités. C'est vrai qu'il y a quand même une solidarité au sein du territoire, je trouve. Quand effectivement on a des étudiants qui sont en panne de contrat, on va dire, en ressollicitant des anciens étudiants, etc., on arrive finalement petit à petit via les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup LinkedIn parce que globalement, tous mes anciens étudiants y sont. Et ça m'est déjà arrivé, effectivement, de solliciter mon réseau pour dire, voilà, cet étudiant-là est en panne. Ou je leur dis, diffusez votre CV, je vais le repartager. Et c'est vrai qu'au niveau du territoire, on a quand même
une solidarité qui joue quand même. Et ce qu'on voit de plus en plus, nous, au département informatique, et c'est assez amusant, c'est que il y a de plus en plus d'entreprises qui demandent à leurs apprentis actuels de recruter le futur ou les futurs apprentis. Et donc, c'est intéressant pour nous parce que du coup, on a cette relation de proximité avec les apprentis qui sont dans nos promotions. Et donc, ils vont recruter, bien sûr, parmi leurs camarades de première année. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça se développe beaucoup. Et les entreprises, du coup, font confiance aussi aux apprentis avec lesquels ça s'est bien passé pour recruter leurs successeurs. Ou successeuses, même si on n'a pas beaucoup d'informaticiennes, nous, malheureusement. Du coup, il y a beaucoup de maîtres d'apprentissage qui sont en fait des anciens étudiants. C'est quand même plutôt sympathique. Ouais. Merci Stéphanie et Pascal. Nous allons passer au troisième intervenant, donc Agnès, avec l'entreprise Eureden. Donc, il y avait une question dans le public? Pardon, j'essaye de tenir le tempo en fait. Mais... Ah, parfait, merci Jessica. Donc Madame Coursimo de la société Eureden et Agnès Lecomte, une collègue qui se présentera pour... par rapport au masque, j'ai pas de pouvoir là-dessus, hein, pas encore en tout cas. Et je laisserai le soin à la loi de... Lundi. Voilà. Okay. Bah écoutez, vous savez l'exercice, hein, vous avez 15 minutes et à la fin, on vous arrête. Vous avez écouté? Comment? Vous n'avez pas écouté, hein? Pardon. Non, c'est pas grave. Je dis, vous avez juste 15 minutes et puis je me lèverai. Faut pas être trop long, c'est ça. Non, voilà. Mais non, prenez votre temps. Bonsoir à tous. Je m'appelle Agnès Lecomte. Moi, je suis enseignant-chercheur donc à l'université en marketing et donc j'interviens ce soir au titre de responsable d'année du Master 2 Marketing Vente. Donc, je suis ravie d'être là ce soir. Je remercie chaleureusement Madame Coursimo d'être à mes côtés pour présenter le Master. Donc la question qu'on m'a posée pour ce soir, c'est quels sont les avantages de l'alternance en tant qu'enseignant-chercheur et responsable de formation. Donc je vais un peu répéter ce qui a déjà été dit. Je suis désolée, j'arrive en troisième position, donc je vais pas être très originale. Peut-être ça sera une synthèse de la soirée en fait. Voilà, donc moi je relève 3 avantages principaux qui ont déjà été donnés. Donc le premier et le plus important, c'est qu'une formation en alternance améliore l'insertion des étudiants. Donc pour rappeler, nous on était une formation classique, je veux dire jusqu'à 2014, on avait un master avec un stage de fin d'études en M1 4 mois, un stage en fin d'études M2 6 mois. Donc sur les 2 années, nos étudiants passaient 10 mois en entreprise. On a basculé en alternance en 2014 et via l'alternance, nos étudiants passent quasiment le double de temps finalement sur les 2 ans en entreprise. Donc fatalement, je veux dire mécaniquement, ils arrivent avec leur diplôme de M2 en poche beaucoup plus aguerris, beaucoup plus expérimentés. Et donc l'insertion est bonne, voire j'ai envie de dire presque excellente sur le master que je représente ce soir. La dernière enquête donne une insertion à 100% à 30 mois, donc c'est top. Je veux dire, on est ravis, c'est l'objectif qu'on se donne nous en tant qu'enseignants, c'est de former des gens qui trouveront du boulot facilement. Sur la dernière promotion de 30 étudiants qui a été diplômée en 2021, il y en avait donc 17 qui ont été embauchés directement, de ce que je sais, 17 embauchés directement à l'issue du master, donc une grosse moitié finalement qui reste dans l'entreprise d'accueil. Et les autres, manifestement, trouvent assez facilement du boulot, que ce soit en Bretagne, pour moitié, ou dans le reste de la France. Donc le gros plus, c'est évidemment l'insertion qui est meilleure. Le deuxième avantage que j'y vois, c'est que le fait de basculer en alternance, pour nous, ça a un effet positif en termes d'attractivité de notre formation. Je crois que, Christine, tu l'as déjà mentionné, je suis complètement d'accord avec cette idée. Il ne faut pas se le cacher, l'UBS est dans un environnement... où il y a d'autres masters possibles, d'autres écoles pour faire un master marketing. Et donc, nous, on a plutôt senti un effet positif de la bascule en alternance vers le fait qu'on attirait peut-être un peu plus les étudiants. On a davantage de dossiers de candidature en master. On a à peu près maintenant, selon les années, 210, 220 candidatures pour rentrer en M1. Et donc, c'est plutôt une tendance qui va à la hausse par rapport à avant. Il faut rappeler quand même qu'une formation en alternance pour un étudiant, c'est une formation qui est donc payée. Les étudiants qui sont dans la salle, vous êtes au courant, vous êtes quand même payés quasiment 900 € par mois. Donc forcément, ça attire aussi de faire 2 années d'études dans des situations assez exigeantes parce que le rythme est soutenu.
mais néanmoins qui ont quand même pas mal de côtés positifs. Le troisième intérêt, j'hésite à le dire, mais je vais le dire quand même, c'est qu'en tant qu'enseignant, je trouve que le fait de faire cours se fait dans des situations plus confortables en tant qu'enseignant. On a des étudiants qui savent pourquoi ils sont là, qui viennent en cours quelque part moins longtemps dans l'année. Donc quand ils sont dans la salle de cours, je pense qu'ils sont un peu plus attentifs aussi. Ils voient l'application, j'espère, un peu mieux de ce qu'on leur apprend. Donc des étudiants plus mûrs, qui ont les codes professionnels, qu'ils ont appris grâce aussi à leur présence en entreprise, plus curieux. Voilà, donc tout ça, ça a été également cité. Donc je réenfonce le clou sur ces 3 éléments. Peut-être quelque chose qui nous a un peu quand même gêné, on va dire, dans l'alternance, ou en tout cas quelque chose qu'on avait en tête, c'est que nous avions historiquement la possibilité de partir faire un semestre d'études à l'étranger en master, ce qui n'est pas compatible avec l'alternance. On ne peut pas être à la fois en alternance et à la fois partir 6 mois, 1 an dans une université partenaire. Et on a réussi quand même à garder cette option. Donc on a un format dominant en alternance, donc on accueille à peu près entre 20 et 25 alternants par an, et on garde 5 places par an pour le M1 spécifiquement. Donc on offre à 5 étudiants la possibilité finalement de suivre le premier semestre de cours à l'UBS sur le rythme d'alternance, donc un rythme un peu spécial. Et puis au second semestre de partir à l'étranger, dans une université européenne ou au Canada. Donc pour le premier semestre, comme ils ont évidemment moins de semaines de cours, ils s'occupent également avec un projet tutoré. Donc on a réussi à compenser cette caractéristique de l'alternance qui est difficilement compatible avec quand même un aspect important, c'est le départ à l'étranger, je trouve, pour des formations en marketing. Voilà, donc on est très content que Eureden soit présent ce soir, parce que c'est un partenaire finalement qu'on a depuis quelques années. 5 ans, 6 ans. Voilà. On a encore dans la promo 2021 au moins 2 étudiants. 4 qui sont restés chez vous en tout cas. Alors l'année dernière, il y avait une grosse promo Eureden parce qu'ils étaient 4 dans le master à être en alternance chez vous, et j'ai en tête au moins 2 étudiants qui ont été embauchés en tout cas. Ouais, c'est ça. Et cette année, elles sont 4. C'est ça, hein? Alors cette année, il y a Louise et Mathilde qui sont dans la salle pour le M2. Et effectivement, il y a peut-être également des M1. Peut-être si et puis il y a Romy aussi côté RHD aussi. Hein. Voilà. Et pour prendre l'exemple de Tiffaine, voilà, que je vais citer, une étudiante qui n'est pas là ce soir probablement, mais qui était chez Eureden chez vous l'année dernière. Elle a fait 2 années en tant qu'assistant chef de produit. Elle sort du master et elle passe quasiment tout de suite chef de produit. Donc l'alternance, d'une, lui a ouvert les portes d'un poste chez vous, et de 2, elle a gagné du temps parce que en fait, elle arrive directement chef de produit après un master, donc à 23 ans, alors que classiquement, il y a souvent quand même une première étape quand on sort d'un master, il y a souvent 2 années en tant qu'assistant. Donc là, voilà, c'est un booster de début de carrière pour les étudiants. Voilà, je vais un peu vite, mais du coup, je vous laisse peut-être compléter. En fait, vous avez presque tout dit, c'est top. Donc Marie-Cécile Coursimo, moi je suis responsable RH de Dossi France. Donc c'est une des sociétés du groupe Eureden. Le groupe Eureden, alors pour tout un chacun, c'est le mariage entre l'ex-groupe Dossi et l'ex-groupe Triscalia. Voilà. Donc maintenant ça s'appelle groupe Eureden. Donc c'est une multitude de sociétés et donc avec des branches, avec 6 branches. Et donc, nous travaillons toutes les 3, voilà, dans la branche légumes apertisés. Donc, quand on parle de légumes apertisés, ce sont des boîtes de conserve, des plats cuisinés, et que vous trouvez à marque Dossi pour l'essentiel, ou de la MDD de la marque de distributeur. Voilà. Et d'autres marques aussi, mais généralement, ce sont la marque phare, c'est Dossi, avec effectivement tous nos produits associés autour de tout ça. Et donc, Dossi France, c'est une société, donc nous sommes basés à Tex. C'est la société mère de la branche légumes apertisés et notre raison d'être, c'est la commercialisation de nos produits. Donc, nos clients, c'est la GMS, la grande et moyenne surface. Voilà. Donc, on va retrouver les Carrefour, les Leclerc, les Super U, enfin voilà, tous les grands dans lesquels vous allez faire vos courses tous les week-ends.
Donc en fait, Dossi France, c'est effectivement 200 collaborateurs. Cette année, nous avons 10 alternants. Il y en a 4 qui sont issus de l'UBS, d'accord, 2 en Master 1, 2 en Master 2, de mémoire. Et effectivement, c'est un partenariat qui commence à se mettre en place et de façon sérieuse. Plus généralement, le groupe Eureden, donc c'est 8500 collaborateurs, donc en France et international. Hein. Il y a 180 alternants. Alors, on n'est pas encore tout à fait. Moi, j'ai admiré en fait ce que vous avez présenté tout à l'heure parce que là, il y a une vraie force de frappe et il y a un vrai engagement et il y a une vraie politique jeune derrière ça. J'aimerais bien qu'on arrive à ça. Alors, ça va se faire parce que là, il y a une vraie dynamique qui se met en place autour de l'alternance. Et j'aime bien ce que vous dites là sur le panneau. L'alternance est une évidence, ouais, c'est une évidence, une vraie évidence pour reprendre ce que vous dites tout à l'heure, en termes d'employabilité, en termes d'intégration, en termes de formation, oui, c'est une évidence. Et j'ai envie de dire, nous, on a envie vraiment de l'inscrire en tant que tel. Pour nous, effectivement, l'alternance, ou en tout cas, alors, moi, je vais pas vous décrire ce que font Louise et Mathilde et Louise au quotidien. Elles vont vous le dire hein, tout à l'heure. Elles vont vous faire un petit topo sur ce qu'elles font. Moi, je vais me placer d'un point de vue ressources humaines, RH. C'était mon job aujourd'hui. Donc, effectivement, quand on met en place une politique alternance, ou en tout cas quand on met un programme d'alternance dans nos entreprises, c'est pour répondre à plusieurs objectifs et forcément, vous les avez tous dit à un moment donné. Donc, je vais peut-être le redire, excusez-moi, mais peut-être avec mes mots. En tout cas, pour nous, c'est... en fait, on est aussi dans une logique citoyenne, en fait, quelque part. Accompagner nos jeunes avec une co-responsabilité partagée. Donc là, on parlait tout à l'heure et vous avez dit c'est un trinôme en fait entre l'entreprise. Moi, j'ai envie de dire c'est une co-responsabilité entre l'entreprise, l'école et les jeunes pour que ça marche. Voilà. Et forcément, il faut que tout le monde ait envie de le faire. Le jeune, il a envie, il va faire. L'entreprise a envie de le faire, eh bien, elle va y aller. Et puis l'école a envie aussi de nous accompagner et de coller aussi à nos demandes, à nos besoins, à nos métiers. On va le faire. Aujourd'hui, le groupe Eureden, c'est 11 filières différentes. Marketing, commerce, achat, vous l'avez dit, supply, production. Voilà, c'est tous ces métiers-là, agroalimentaire, agro-industriel. Et l'agro est très présente aujourd'hui sur le territoire de breton. D'accord ? Voilà, ce sont des entreprises qu'on va retrouver dans toutes les régions. Et forcément, on a tout intérêt à accompagner, à donner envie à nos jeunes de venir nous rejoindre. On a des métiers en tension qui sont, pour lesquels c'est très compliqué. Et donc, nous, on a tout un intérêt à donner envie à nos jeunes de venir, tout en sachant que donner envie, ça ne veut pas dire les accueillir à bras ouverts, c'est aussi mettre un plan d'action en termes d'attractivité, marque employeur, parce que globalement, si on a envie de venir travailler chez Leroy Merlin, il faut aussi que nous, on ait aussi donne envie de venir travailler chez Dossi. Parce que la marque employeur, elle est aussi vachement importante. Je vais vous donner une idée, une petite info, mais ça, vous le savez. Quand un jeune, il postule quelque part, en fait, il va voir un site qui s'appelle Glassdoor. Vous savez ça? Il va voir Glassdoor. Donc, il tape. Puis là, vous avez un site qui apparaît, et puis il y a des petites étoiles. Donc, si Leroy Merlin, il a 4-5 étoiles, il vient. Si Dossi, il a 4-5 petites étoiles, il vient. Si l'entreprise Tartampion, il y a 1 étoile, il ne vient pas. Voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on le dit. Et les jeunes, aujourd'hui, ils sont branchés sur les réseaux sociaux. Et donc, toutes les informations qu'ils vont glaner vont donner envie de venir nous rejoindre. Donc, après, c'est à nous de faire le job pour donner envie de rester parmi nous. Et comme vous le disiez tout à l'heure, notre objectif, c'est effectivement de travailler avec eux pour pallier à des besoins en ressources, pour travailler sur ce qu'on appelle dans les grands mots RH, les gros mots RH, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc forcément, l'alternance est dedans. Forcément, on rentre dedans. Voilà, donc en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est qu'on va répondre à plein d'objectifs. Attractivité, entreprise citoyenne, engagement RSE à travers
à travers ces embauches d'alternance, en tout cas les programmes d'alternance. On répond aussi à des problématiques de pyramide des âges aussi, hein, parce qu'on est aussi dans des entreprises où les populations vieillissent. Aujourd'hui, dans le dossier France, je parlais de dossier France ou peut-être plus largement la branche légumes, la moyenne d'âge c'est 45 ans, aussi bien chez les hommes que pour les femmes. Ancienneté, c'est 15-16 ans, d'accord? Donc forcément, à un moment donné, vous voyez la pyramide, le haut de la pyramide, il est situé à droite. Donc nous, on a tout intérêt à aller chercher des jeunes pour combler effectivement les départs à la retraite dans les prochaines années. Donc ça, c'est une vraie source, c'est un vrai vivier. Donc nous, on s'en sert aussi comme pépinière, en fait, j'ai envie de dire. On les attire, on les fait travailler, on leur apprend. Ils nous apportent des choses aussi parce que vous arrivez avec des programmes de formation, vous arrivez avec des techniques nouvelles, avec des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ils arrivent avec leur fraîcheur, leurs idées, leur jeunesse, et ensemble on construit, on travaille et après on investit. Voilà. Donc j'ai effectivement, pour pas répéter tout ce que vous avez dit, l'alternance c'est une vraie évidence et elle doit s'inscrire en tant que telle. Voilà. Merci Adam. Je pense que notre chargée de communication va être ravie d'entendre que ces petits mots que tu nous as proposés finalement plaisent. Et effectivement, c'est une évidence à l'UBS, c'est une construction qu'on l'a entendu, auquel vous montrez aussi une profonde admiration. J'ai bien entendu, et vous avez tous bien entendu, que c'est un partenariat qui se crée dans le temps. Tous les domaines d'activité que vous avez décrits dans le groupe Eureden, c'est-à-dire que sur tous ces sujets, vous cherchez aussi des alternants. Vous avez combien d'alternants? Vous l'avez cité, mais... Alors, dans le groupe, aujourd'hui, il y a 180, donc sur le territoire France, hein, d'accord. Il y a 180 alternants, donc en fait, on a aussi construit des partenariats où on est en relation permanente aussi avec d'autres universités, agro-agri notamment, hein, toutes les écoles d'ingénieurs qui vont nous accompagner sur les métiers agricoles, agriculture, agro-industriels, parce que c'est notre raison d'être. Nous, Dossier France, on commercialise. Alors forcément, les métiers beaucoup plus fonction support, marketing, vente, c'est beaucoup plus notre domaine aujourd'hui. Également le contrôle de gestion, l'informatique aussi parfois, mais quoique pas trop non plus. Mais en tout cas, on a plein d'écoles avec lesquelles aujourd'hui on a construit des partenariats parce que c'est notre filière métier. Voilà. Donc on va retrouver des écoles d'ingé, on va trouver l'ESA d'Angers, Beauvais, on va trouver Purpan, on va trouver toutes ces écoles-là. Puis après, il y a d'autres formations, d'autres écoles comme l'IGR à Rennes, c'est ça, voilà. D'autres grands circuits. Et après, c'est les opportunités. Et puis ce sont les alors c'est peut-être la concurrence. Je vais peut-être raconter une bêtise. C'était ça. Merde. La concurrence ou la compétitivité, ça fait partie du quotidien. Et au-delà de ça, on va pas se cacher. Hein. Ah ouais, vous bagarrez. Bon, très bien. Bon, ok. Bon, en tout cas, ça arrive. Ça arrive. En même temps, la concurrence est toujours bénéfique. Hein. Oui, parce que ça fait progresser tout le monde. Hein. On est d'accord. Hein. Vous le savez. Hein. Ouais. Donc ouais. On se rattrape comme on peut. On va vous réinviter. Hein. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on fait appel à d'autres écoles, bien évidemment, parce que les filières sont importantes. Et puis voilà, on a aussi envie d'aller chercher là où sont les jeunes aussi. Voilà. Alors après, on a quand même un gros souci, parce que mine de rien, ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même là. Vous êtes proches. Nous travaillons à Tex, vous êtes à Vannes, donc c'est top. Après, il y a tous les jeunes qui sont autour. Par contre, on a quand même un gros souci de mobilité, mine de rien, d'accord. Donc effectivement, quand on va chercher des jeunes qui avec d'autres écoles, qui ne sont pas forcément sur le territoire du Morbihan ou en tout cas de Bretagne, il faut faire venir les jeunes dans nos environnements. Et c'est ça la difficulté. Parce qu'on s'aperçoit que, mine de rien, les jeunes ne sont pas toujours très mobiles. Voilà. Donc ça, c'est un vrai frein aussi à votre parcours professionnel, j'ai envie de le dire.
Et oui, on peut comprendre qu'on n'a pas envie de quitter le Morbihan parce qu'on est bien, il y a le bord de mer, etc. On peut comprendre. Mais je trouve ça quand même hyper dommage qu'à partir du moment où vous vous inscrivez dans des études un peu longues, Master 1, Master 2, c'est Bac plus 4, Bac plus 5, d'accord? Et que derrière, vous n'ayez pas envie de bouger, vous n'ayez pas envie de partir, vous n'ayez pas envie de vivre d'autres aventures ailleurs, dans d'autres entreprises, je trouve ça un peu dommage. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut vivre d'autres expériences, voir d'autres choses ailleurs pour effectivement améliorer votre employabilité. Votre employabilité, ce n'est pas simplement le fait de faire une alternance dans une entreprise, même si ça sert beaucoup, c'est aussi d'aller vivre ailleurs autre chose et de faire autre chose. Vous parliez de l'international tout à l'heure. Ça, typiquement, on trouve encore trop d'étudiants qui sortent avec un Master 2 et qui ne parlent pas anglais. Et là, je suis désolée, ça ne se fait pas. Et moi, je trouve ça très bien, vous avez entendu. Hein. Donc, vous allez tous être dans l'obligation. Ça ne se fait pas. Voilà. Je trouve ça. Alors, après que vous sortez bac plus 2, je veux bien l'entendre. Mais un bac plus 5, que vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, dans une entreprise comme la nôtre, en fait, on parle anglais. Et que quand on reprend l'anglais à 40 ans, c'est compliqué. C'est compliqué, hein? A contrario, moi, ce que je peux vous dire dans d'autres composantes, hein, mais je pense que c'est aussi vrai dans celle-ci, il y a de plus en plus de cours qui se font en anglais. Moi-même, j'ai un parcours où j'ai souhaité aussi, comme vous, basculer à 40 ans, parler en anglais, etc. Et je me rends compte que les jeunes, quand même, parlent assez bien l'anglais. Quand on fait des cours aujourd'hui avec eux, je les trouve beaucoup plus libérés que éventuellement les générations d'il y a 30, 40 ans. Voilà. Donc là, je pense qu'il faut lancer un encouragement et effectivement, on n'a peut-être pas mis toujours tous les outils dans les universités pour que les enseignants se sentent aussi libres de parler en anglais. Et par rapport à ça, effectivement, moi j'entends parfaitement votre discours. C'est une mobilité, c'est une curiosité intellectuelle d'aller à l'étranger. Mais indépendamment de ça, je pense qu'ils sont en très nette progression et je trouve que là-dessus, on peut saluer à travers les exemples que je peux vivre en tant qu'enseignant. Hein, il faut continuer parce que là, j'ai encore rencontré la semaine dernière, dans un entretien de recrutement, une jeune fille qui sortait avec un Master 2. D'accord, je lui ai dit, vous parlez anglais parce qu'on a un poste où on doit travailler en transversal. Elle m'a dit, non, j'aime pas ça. Je ne veux pas. Elle était toute jeune, elle avait 26 ans. Hein. Voilà. Et j'en rencontre malheureusement trop souvent. Et à contrario, on a Elisa David, oui, d'accord, pour ne pas la nommer. Elisa David, il y a 2 ans. Ouais. Elle est sortie il y a 2 ans avec, elle était donc en alternance. Et en fait, Elisa, elle a été embauchée tout de suite en CDI dans le pôle marketing international, alors, voire même plus grand export. Donc, ça veut dire qu'en fait, on travaille avec tout enfin voilà, on s'exporte au-delà des frontières européennes. Et en fait, Elisa, elle a été recrutée. Pourquoi? Parce qu'elle parlait anglais, espagnol, ou peut-être espagnol. Elle avait 2 langues. Voilà. Donc effectivement, c'est des vrais schémas et ce sont des vrais parcours qui font que nous, on peut aussi les accompagner. Mais voilà, il y a aussi tout un schéma de compétences et voilà, de motivation autour de plein de compétences connexes qui feront le reste. Merci, Madame Coursico. On va justement passer la parole maintenant aux apprentis, à Louise, si j'ai entendu. Vous avez dit aussi Blanche et Mathilde, non? C'est Mathilde, Louise, Blanche, pour vous faire venir justement présenter, voilà. Et Élise Bertrand, votre parcours, votre ressenti de manière naturelle. On va peut-être. Est-ce que vous voulez rester debout? Ouais, ok. Et puis dans ces cas-là, c'est comme vous le souhaitez. Soit vous restez debout. Non, mais ça ne les dérange pas de rester debout en fait. Vous êtes assise ou pas? Non, ça va. Ça va aller? Bon, alors qui commence?
On a terminé par Eureden, on peut redonner la parole à Eureden. Voilà, et puis comme ça, ce sera équilibré. Ah, pardon. Merci. Comment ? Je sais pas s'il a lu. Ouais, si. Bonsoir, donc du coup moi c'est Mathilde Leroux, je travaille chez Eureden depuis maintenant 2 ans puisque je suis en alternance marketing-vente. Donc là cette année je suis en M2. Donc je suis en alternance sur le poste de assistante catégorie manager et merchandising. Donc en 2-3 mots, qu'est-ce qu'un catégorie manager et qu'est-ce qu'un responsable merchandising? En fait le catégorie manager il va être en charge de développer le chiffre d'affaires et la rentabilité de sa catégorie de produits. Et pour ça, en fait, il va définir un assortiment et améliorer la visibilité des produits dans le magasin. Et pour ce qui est du responsable merchandising, lui, il va s'occuper de toute la catégorie du produit dans le rayon, que ce soit par exemple sur les légumes apertisés pour notre cas. Alors, quelles sont mes missions aujourd'hui chez Eureden ? Donc sur la partie catégorie, donc je vais faire en fait je vais suivre les lancements de nos innovations, que ce soit sur les légumes apertisés et également sur les plats cuisinés. Je fais aussi un suivi en fait des performances dans les enseignes via les panels. Et je fais aussi de la veille concurrentielle en fait pour voir les nouveaux produits qui sortent en fait pour les autres intervenants du marché. Et sur la partie merch, je suis en contact en fait avec nos équipes sur le terrain quand ils ont besoin par exemple de plans du rayon pour faire leur implantation et également la publicité sur le lieu de vente. Donc c'est moi qui m'occupe de leur envoyer ça. Ce que m'a apporté l'entreprise et l'alternance, et ce que m'apporte encore, dans un premier temps, je dirais d'avoir un pied dans l'entreprise et avoir une réelle expérience professionnelle, puisque là, ça fait déjà 2 ans que je suis sur ce poste. Donc, c'est quand même beaucoup plus long qu'entre guillemets un simple stage. Également, ça m'a permis de gagner en confiance en moi et en maturité, puisque aujourd'hui, dans l'entreprise, on a de réelles responsabilités. Et on a des engagements aussi à respecter. Et enfin, je dirais que ça m'a permis d'avoir une indépendance financière, puisque aujourd'hui, on est rémunéré et en même temps formé. Merci Mathilde. Donc, moi, c'est Louise Lemintec. Je suis également chez Eureden depuis 2 ans maintenant. J'occupe un poste d'assistante chef de produit pour les marques de distributeurs sur les légumes apertisés. Donc, mes missions sont très variées. Ça va être par exemple de l'analyse des performances de nos produits via les panels, donc de nos produits en MDD, de nos produits pour Dossi, mais également des performances des concurrents. Ça va être également du suivi du taux de marge des distributeurs, puisque pour les produits MDD, la relation avec les distributeurs est très étroite, puisqu'on a une relation de partenariat avec eux. Et enfin, ça va être également une mission de veille concurrentielle afin d'identifier nos concurrents en MDD qui ne sont pas tout à fait les mêmes que pour les marques nationales. Donc, qu'est-ce que m'a apporté l'alternance ? Voilà, ça m'a permis de m'ouvrir à mes collègues de d'autres services de l'entreprise avec qui je n'ai pas forcément de lien au quotidien. Pour finir, ça m'a également permis d'adopter une posture professionnelle, puisque les stages qui ne durent que quelques mois permettent pas d'adopter le même rythme en entreprise que lorsqu'on est véritablement plongé dans l'entreprise. Donc pour conclure, l'alternance, c'est pour moi un moyen d'acquérir une solide expérience professionnelle qui pourra par la suite être valorisée sur le CV. Contrairement à des stages qui vont être plus courts. Ça permet également de se former tout en étant rémunéré, donc c'est un véritable plus. Ça permet également d'associer la théorie et la mise en pratique en entreprise, puisque actuellement le master marketing vente est très général, donc il permet d'aborder plusieurs thématiques du domaine du marketing, mais également de la vente.
Donc finalement, bien que dans notre classe, on ait des profils différents, chacun s'y retrouve et arrive à faire des parallèles entre ce qu'il fait en entreprise et ce qu'il étudie en cours. Ça permet également d'être accompagné et de monter en compétences plus vite, puisque nos tuteurs nous font confiance et ils sont disponibles pour nous au quotidien et donc ça nous rassure et ça nous permet d'aborder la suite avec plus de confiance et de sérénité. Et pour terminer, comme l'a dit Mathilde et les autres intervenants, ça favorise l'insertion professionnelle puisque, comme je l'ai déjà dit, c'est l'alternance quelque chose qu'on va valoriser sur le CV. Merci Louise et Mathilde. On passe la parole à... Donc, moi je m'appelle Blanche Larrive, je suis en Master 2 juriste conseil de l'action publique et je suis en apprentissage au conseil départemental du Morbihan en service juridique. Donc choisir ce master, ça a été vraiment un choix volontaire parce que justement il y avait cette opportunité d'apprentissage, ce qui n'est pas permis dans beaucoup de masters de droit public. Les missions sont assez variées, mais elles sont essentiellement rattachées au domaine de ma tutrice Cano, donc sur l'occupation du domaine public, la gestion de tout ce domaine-là, moins sur le contentieux social, les missions de la culture, etc. Et du coup, ça m'a permis de voir des missions très variées, comme la gestion des ENS avec la question des déchets sur ces domaines-là, mais aussi de gérer une demande de notes par anticipation, on va dire, sur les conditions de financement de la Compagnie des ports du Morbihan. Donc rien que sur ce sujet-là des conditions de financement, ça permet de faire des liens entre beaucoup de matières juridiques, que ce soit le domaine public, en termes de concessionnaire, mais aussi du droit de l'Union européenne, ce que je ne pensais pas utiliser pour l'instant, sur notamment les aides de minimis, les compensations de services publics, donc tous ces domaines-là qui étaient assez abstraits pour moi, j'arrive enfin à mieux les appréhender, à les mettre en pratique, ce qui permet aussi en cours d'avoir une meilleure visibilité de ces aspects-là et d'appliquer la théorie vraiment à la pratique. Donc c'est vraiment une grande opportunité de faire un master de droit public en apprentissage pour développer à la fois la théorie, donc découvrir aussi de nouvelles connaissances dont on n'a pas l'opportunité de voir à l'école, et avec justement cette pratique au sein du service juridique de développer de nouvelles questions qu'on peut poser aux enseignants. Donc c'est vrai que cette période d'alternance entre le conseil départemental et la fac me permet de poser des questions auxquelles je n'ai pas forcément les réponses au conseil départemental à mes enseignants, qui peuvent apporter des réponses parfois différentes parce qu'ils ne sont pas dans le même service ou qui sont avocats ou dans d'autres structures. Donc ça permet vraiment de confronter les expériences et aussi d'avoir l'expérience des personnes du service juridique sur l'après-étude, le passage des concours, comment ça se passe concrètement dans un service juridique. Donc c'est vraiment une grande opportunité de pouvoir faire un apprentissage au conseil départemental. Merci. Élise. Donc, bonjour, moi c'est Élise Bertrand, donc, je suis en licence commerce et distribution à l'IUT de Vannes. Et je suis chez Leroy Merlin, donc j'ai un parcours pur Leroy Merlin puisque j'ai commencé chez eux en job d'été pour de la mise en rayon. J'ai ensuite évolué en tant que job étudiant pour les week-ends en conseillère de vente et je suis maintenant en alternance. Donc je suis conseillère de vente et j'évolue vers des missions de responsable de rayon. Donc au quotidien, je renseigne les clients, je fais de la mise en avant de produits, je réaménage certains rayons, je passe des commandes aux fournisseurs et dans le cadre de la licence, on a deux rapports à rendre. Donc un rapport de projet tutoré, donc ça c'est un projet qu'on doit mettre en place en entreprise. Donc moi ça porte sur la gestion des stocks et notamment sur un logiciel qui a été mis en place au sein de Leroy Merlin qui s'appelle le GIN. Et il y a également un rapport, un mémoire d'alternance dans lequel on doit exprimer toutes les missions qu'on fait au cours de l'année. Donc pour moi l'alternance c'est une évidence parce que ça nous permet de nous enrichir professionnellement.
c'est vrai que c'est pas forcément évident de rentrer dans le monde, dans le monde professionnel quand on n'a pas d'expérience. Et l'alternance, ça permet de s'en créer une, de voir qu'est-ce qui est la réalité du terrain, parce qu'entre les idées qu'on se fait en cours sur les métiers qu'on voudrait faire et sur la réalité du terrain, il y a des fois une différence et ça permet de se conforter dans des choix. Donc mon choix s'est porté sur le commerce et aujourd'hui je compte évoluer en tant que responsable de rayon, poursuivre sur un master pour pouvoir prétendre à un poste de chef de secteur par la suite. Donc si vous hésitez encore à faire de l'alternance, je vous dirais de ne plus hésiter et de franchir le pas parce que vous ne serez pas déçus de votre aventure. Merci pour ces... Merci pour cet témoignage. Merci au public pour ces applaudissements. Je vais passer la parole pour notre lecture à Madame la Présidente. Mais avant ça, si vous avez des questions, vous aurez aussi l'occasion de les partager dans le hall. Y a-t-il des questions? Je voulais juste apporter une précision pour les étudiants. En règle générale, pour finir de vous convaincre, et je pense que c'est Alice qui me dira le contraire, quand les étudiants habitués à l'alternance, ils continuent en alternance et ils ne reviennent jamais en formation initiale. Je pense que c'est un signal qui est fort et qui peut finir de vous convaincre. Voilà. Merci Christine. Avant de passer le micro à Virginie. D'accord. Je dis deux licences pro. Tous les étudiants qui poursuivent en master pro, tous font l'alternance. Donc il y a écouté, on direct. Après, c'est pas moi qui suis là. C'est pour ça que ça peut être un argument pour dire que c'est l'alternance. Manifestement, c'est pour ça que je l'ai dit aussi, tous les étudiants de master pro continuent systématiquement en master en alternance. Donc voilà, c'est pas d'ailleurs. Vous aider à vous convaincre des règles. Je voudrais remercier, avant de passer à Virginie, les personnes qui m'ont accompagné pour cette soirée, Jessica, Linda, Stéphanie, Christine, Pascal. On a travaillé un peu en amont de ces sujets. Surtout merci aux partenaires d'avoir pris le temps aussi de venir écouter, et vous, public, d'être venus aussi écouter ces témoignages. C'est riche, c'est constructif, et puis ça nous invite aussi à poursuivre. Madame la Présidente. Bon, merci beaucoup. Écoutez, c'était très enrichissant. Avec moi, il y en a pour une demi-heure maintenant. Non, je vais pas répéter. Hein. Je crois que moi, je crois que, enfin, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Et c'est un vrai regret parce que quand on était étudiant, il y a un certain nombre d'années, les périodes de stage, on les avait déjà très tardivement. Même les premiers stages, je crois que du coup, c'était, on va dire, en maîtrise ou en master 1, et encore, c'était peu. Moi, c'était dans un organisme de recherche, donc autant vous dire, c'était pas encore une entreprise. Et donc, je pense que c'est un vrai manque. Et c'est effectivement, hein, je crois que l'alternance, c'est un vrai levier d'égalité des chances. Hein, vous l'avez compris. C'est notamment un lien étroit entre sa formation, une entreprise dans laquelle vous êtes salarié et donc dans laquelle vous avez à être payé. Donc, ce qui veut dire que eh ben, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important parce que ça va vous donner donc de l'autonomie financière et je pense que c'est extrêmement important. C'est un apprentissage donc, dans lequel vous allez être, hein, ça a été très bien dit, donc un temps à l'université, donc on est assis sur le banc de l'amphithéâtre pendant un moment, mais le reste du temps on est vraiment en entreprise, on est sur les métiers, c'est concret, on voit ce qui se passe et je pense que c'est vraiment, vraiment important pour effectivement trouver une insertion et puis ça peut effectivement savoir aussi si, bah tiens, j'ai choisi ce chemin et puis bah, voilà, le métier, oui, ça me plaît ou ça me plaît pas aussi, ça permet déjà de concrétiser les choses et de le savoir donc relativement vite. Et puis c'est vrai, hein, pour en avoir rencontré des étudiants qui ont choisi l'alternance à un moment, effectivement, quand on commence tôt, ou par exemple en BUT, en DUT, en licence pro, si on souhaite continuer ses études, eh bien c'est sûr, après, on n'a pas envie de rester toute la journée assis sur les bancs de l'amphithéâtre et on a envie d'être en entreprise plus régulièrement et donc on poursuit en alternance. Et je crois que c'est vraiment une très belle façon d'apprendre, de trouver un métier et donc de s'insérer. Donc j'espère que vous êtes tous convaincus que
l'alternance, c'est une évidence et qu'à l'Université Bretagne Sud, notamment, on vous offre plein de possibilités d'alternance. Vous en avez vu un panel aujourd'hui, mais il n'y a pas que dans les domaines qu'on vous a présentés aujourd'hui, puisqu'on a plus de 50 formations ouvertes en alternance, du DUT à la licence pro, au master ou à l'école d'ingénieur. Voilà, écoutez, merci d'avoir été présent. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.